Bonjour à tous. Donc, le webinaire sur la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté va bientôt commencer d'ici quelques minutes. Je vais laisser le temps aux participants de bien vouloir nous rejoindre pendant ces quelques minutes. Donc voilà, nous sommes pour l'instant à peu près la moitié des participants qui sont en train de nous rejoindre. Ce matin, nous serons donc 2 présentateurs, moi-même, bien sûr, et Antonin Madeline qui nous présentera la démarche bâtiment durable. Ce que je vous propose, dans l'attente que toutes les personnes nous rejoignent, c'est de vous présenter quelques éléments d'introduction sur le programme RESET. Alors, l'objectif de ce matin, c'est donc découvrir la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté et comprendre, vous permettre d'avoir tous les éléments euh, sur ce que la démarche peut apporter à vos projets. Donc, nous commencerons par une présentation très rapide du programme RESET, puis de l'association Terragilis, qui porte la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. Comme à l'habitude sur nos webinaires, vous pourrez profiter du chat pour poser toutes vos questions et nous prendrons un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Au niveau information pratique, le webinaire est enregistré et vous pourrez bien évidemment retrouver les supports de présentation et le replay sur le site internet du pôle. Vos caméras et vos micros sont coupés, donc bien évidemment pour communiquer, utilisez le chat. Quelques mots sur le programme RESET. Le programme RESET, pour la plupart, vous le savez, il a été créé à l'initiative de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ainsi que de l'ADEME et accompagné par la Banque des Territoires. C'est une action concrète du 3e plan régional santé-environnement et nous poursuivrons à travers le plan régional santé-environnement 4. L'objectif de ce programme, vous l'avez bien compris, il est de vous informer et d'accompagner les établissements de santé et médico-sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer l'efficacité énergétique de vos bâtiments et également de vos équipements. Après avoir travaillé sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, bien sûr, ce sera mettre en place des énergies renouvelables tout en préservant la qualité de l'air intérieur au sens global du terme pour les occupants et ceux qui y travaillent. Le programme RESET est porté et animé par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de ressources régional dédié à l'efficacité énergétique et à la qualité environnementale du cadre bâti. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements en fait sur tout ce que fait le pôle énergie, je vous invite à aller consulter notre site internet. Le programme RESET est donc porté par 3 personnes au sein de la région. Donc, David Boileau, que vous connaissez pour la plupart, hein, donc il va aussi traiter les thématiques plus spécifiques d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Lynn Audrey, qui est conseillère en transition énergétique et écologique en santé, qui nous accompagne, qui est une apprentie qui travaille pour l'ARS. Et donc, moi-même, qui travaille plus spécifiquement en général sur les problématiques de qualité de l'air intérieur ou de la gestion du risque radon. Dans le cadre du programme RESET, nous vous accompagnons donc sur 5 piliers. Vous informer, vous conseiller, mettre à disposition ou permettre l'ouverture de formations localement en région pour vous apporter des outils pour progresser sur les sujets que nous avons évoqués. Nous développons aussi des outils et les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt du programme RESET sont également coachés. Nous développons également une 6e activité qui est de coordonner le réseau de conseillers en transition écologique en santé au niveau de l'échelle régionale Bourgogne-Franche-Comté. Certains établissements ou groupements d'établissements sont accompagnés aujourd'hui par des conseillers qui sont peut-être d'ailleurs autour de ce webinaire. En Bourgogne-Franche-Comté, à terme, on sera 13 conseillers transition écologique et énergétique en santé, accompagnés d'un poste de coordinateur. Vous pouvez donc devenir membre du réseau RESET pour recevoir des informations en matière d'énergie, de confort des bâtiments et de qualité de l'air intérieur. L'idée, c'est aussi de partager les expériences entre établissements et connaître toute l'actualité de ce programme, notamment sur des actions menées en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi au-delà.
Pour adhérer en fait au programme RESET, c'est un réseau qui est complètement gratuit, mais réservé aux établissements de santé et médico-sociaux de la région. Vous pourrez nous rejoindre en allant sur notre site internet du pôle énergie ou via le lien qui vous sera transmis après la présentation. Donc, pour cette partie-là, en fait, maintenant, nous allons pouvoir vous présenter la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté, donc à intégrer dès l'amont de vos projets. Outre la naissance récente de Terragilis, cette démarche est vraiment là pour vous accompagner dans la transition énergétique et écologique. Cette démarche ne peut que vous aider à améliorer vos projets. Et maintenant, je laisse la parole à Antonin Madeline, directeur de Terragilis, et qui va nous expliquer tout sur la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup, Karine. Je vais du coup partager mon écran et la présentation. Hop, voilà, normalement, vous devez avoir à l'écran la présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention pendant cette petite heure pour vous présenter les intérêts de la démarche bâtiment durable en webinaire. Du coup, c'est toujours un moins interactif, un webinaire, mais on va essayer de faire ça de façon assez dynamique pour vous intéresser pendant toute cette heure. Vous avez la possibilité, donc, comme l'a dit Karine, de poser vos questions et du coup, on y répondra à la fin de la présentation. Donc, très content de pouvoir présenter dans le cadre du réseau RESET la démarche bâtiment durable avec mes ex-collègues Karine et David, voilà, intéressés par rapport à la dynamique de réseau d'acteurs sur les établissements de santé. Voilà, vous êtes déjà en transition. Du coup, ça peut être voilà, un outil en plus à vous proposer, cette démarche, et j'espère qu'elle vous intéressera. D'abord, la présentation de Terragilis. Terragilis, c'est une association interprofessionnelle qui a été créée en fait dans le cadre du développement de la démarche bâtiment durable, qui a été créée en avril 2021. Ça regroupe, elle regroupe vraiment différents types de professionnels, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des ingénieurs, des entreprises, des établissements d'enseignement, de recherche, de formation, d'interprofession. Et elle regroupe des acteurs de terrain, mais aussi des organisations professionnelles, avec pour objectif de favoriser la qualité des opérations par une prise en compte globale des enjeux environnementaux. Voilà, on ne s'arrête pas à l'énergie seulement, mais l'idée, c'est bien d'avoir une vision globale des enjeux sociaux, économiques, territoriaux, et en prenant en compte aussi la valeur d'usage des opérations. Donc, voilà, c'est essayer d'améliorer la qualité des opérations, mais aussi accompagner les acteurs en favorisant les échanges et l'apprentissage collectif. Donc, notre champ d'action Interagilis, il est vraiment bien précis, et il est en complément des actions du pôle énergie. Donc, on accompagne les professionnels directement sur leurs projets pour les aider à s'approprier des démarches qualité, et notamment la démarche bâtiment durable qui existe aussi à l'échelle du quartier, donc démarche quartier et bâtiment durable. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider les professionnels pour qu'ils s'approprient tous ces outils de démarche qualité pour faire progresser leurs opérations. Les valeurs de Terragilis, c'est vraiment basé, les actions sont vraiment basées sur la vision et le travail collaboratif des acteurs de terrain, ceux qui font des bâtiments durables au quotidien, qui puissent mettre en commun, partager, mettre en commun leur savoir-faire. Donc, nos valeurs, c'est vraiment le partage et l'apprentissage collectif. Je pense que voilà, en échangeant et en partageant, on a plus de chances de progresser. L'optimisme par rapport à la capacité des professionnels à faire des bâtiments qui répondent à l'ensemble des enjeux. C'est pas toujours facile quand on voit les nouvelles au niveau des problématiques environnementales, mais voilà, on croit qu'on est capable de faire des bâtiments et que les professionnels sont capables de faire des bâtiments qui répondent à ces enjeux. On pense on croit très fortement à la force d'une approche holistique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder les problèmes en silo, thématique par thématique, mais bien regarder l'ensemble des problématiques environnementales qui ne se résument pas à l'énergie. La recherche de l'intérêt commun, puisque on œuvre à la transition écologique du bâtiment, et la transparence et la rigueur dans le processus d'évaluation de la démarche bâtiment durable. Donc, Terragilis en chiffres, c'est 37 adhérents en fin d'année, répartis en 5 collèges, comme je vous l'ai dit, entre maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre,
entreprises et tout ce qui ne rentre pas dans les 3 premiers collèges, c'est enseignement, recherche, association et interprofession. On a des membres associés, puisque du coup, on a notamment des acteurs qui œuvrent, qui ont le même objet, qui œuvrent au même objet que l'association. On a 2 salariés, on a eu du coup un soutien très fort et un partenariat du pôle énergie. Je vais l'expliquer dans le développement de la démarche, mais voilà, le pôle énergie a fait un peu l'incubateur de Terragilis et a accompagné les professionnels du territoire qui voulaient développer la démarche dans la région. Et on a un soutien financier de l'ADEME sur 3 ans. Et donc voilà, là vous avez tous nos adhérents. Voilà. Donc, quelques éléments de contexte avant de rentrer tout de suite dans la présentation. Et donc, dans la présentation, elle va se structurer de telle manière. Donc, juste 2-3 éléments de contexte. Après, je vais vous donner les points essentiels de la démarche pour que vous compreniez de quoi je parle. Et ensuite, dans un deuxième temps, on rentrera un peu plus en détail sur notamment les 3 grands principes de la démarche. Donc, voilà. D'abord, pour faire un petit peu d'interaction quand même, une première question à vous poser par rapport au contexte. Donc, il y a un petit sondage et Karine va lancer le sondage. C'est à votre avis, quelle est la surface de bâtiment tertiaire qui a fait une démarche, une demande de labellisation environnementale entre 2007 et 2018 en Bourgogne-Franche-Comté en pourcentage par rapport à la surface autorisée? Donc, je ne sais pas si Karine a pu lancer le sondage. Et là, donc, vous avez le choix entre moins de 15%, moins de 10%, moins de 5%, ou moins de 2% de bâtiments qui font une demande de labellisation énergétique par rapport à la surface de bâtiment tertiaire. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les réponses se poursuivent. Encore quelques secondes. Donc là, je vois que cela se stabilise. Donc, je vais mettre fin au sondage. Et je vais donc vous partager les résultats. Donc, 40% pour trouver la bonne réponse, c'est moins de 2% de surfaces qui font la demande de labellisation énergétique en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a du coup 40% qui ont dit moins de 5%, et il y avait 6% de très optimistes qui disaient moins de 15%, qui pensent qu'il y avait 15% de surface. Donc effectivement, les chiffres qui viennent du bilan du bâtiment durable fait par la CERC, c'est qu'il y a à peu près 1,2% en labellisation énergétique et Finergie notamment, et 1,7% en certification HQE. Et on voit que c'est beaucoup moins qu'en France. En Bourgogne-Franche-Comté, on a d'autres régions comme ça. Alors voilà, là, on ne cherche pas vraiment le coup de tampon. On peut, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, très souvent, les professionnels ne sont pas très attirés dans la région par rapport aux labellisations. Et voilà. Et ce petit sondage, c'est pour vous donner un peu le contexte et comment et pourquoi on a voulu développer la démarche dans la région. C'est notamment pour généraliser les bâtiments durables, voilà, ça on a déjà dit, mais vraiment pour essayer de répondre aux besoins des professionnels, où on constate du coup qu'il y a très peu d'appropriation de ces démarches qualité, qui peuvent du coup, on ne peut pas être intéressé par le coup de tampon, mais ces démarches, elles amènent un processus qui peut être intéressant, qui est intéressant pour faire progresser les opérations. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de proposer un dispositif qui soit peut-être plus adapté au territoire et plus souple pour que les labels HQE, BREEAM ou LEED, qui sont plutôt faits dans les grandes métropoles avec les majeurs, pas que, mais c'est là où on retrouve le plus ce genre de label. Et donc là, c'était proposer une démarche qui soit plus locale, plus territoriale, plus adaptée aux pratiques des acteurs, pour qu'ils puissent s'approprier cet outil de qualité. Et puis le deuxième gros constat, c'est aussi souvent quand on dit un maître d'ouvrage, bon allez, on va faire un bâtiment, un bâtiment durable, on va essayer de faire un peu différemment. Il a tendance plutôt à avoir une somme d'emmerde qui va lui arriver dessus, donc, et que ça va être plus compliqué. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de faire un projet de bâtiment durable, ça soit aussi simple que faire un projet classique, ou conventionnel plutôt, pour pas dire autre chose. Et donc voilà, l'idée c'était de ces deux choses-là, s'approprier les démarches qualité et accompagner les professionnels. Pour ça, on a été voir ce que font nos collègues dans les autres régions, et notamment la démarche bâtiment durable qui a été créée en fait en 2009 en PACA par Envirobat BDM, voilà, avec vraiment une démarche créée par les professionnels pour les professionnels.
avec une idée un peu phare qui était qu'on ne construisait pas pareil au bord de la Méditerranée qu'en haut des Alpes, et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté à leur pratique et à leur climat, avec notamment des problématiques de confort d'été qui n'étaient pas du tout retranscrits dans la réglementation thermique. Donc voilà, un souhait de construire leur propre démarche qualité qui soit adaptée à leur pratique de terrain, à leur territoire, à leur climat. Voilà, ça c'était suite au Grenelle de l'environnement et ça a créé une véritable dynamique au niveau des professionnels qui se sont beaucoup impliqués dans ces démarches-là. On va le voir après pourquoi, mais du coup, on s'est inspiré de ça. Et donc, il y a un collectif, enfin, la démarche a grandi, s'est étendue au fur et à mesure en Occitanie avec Envirobat, et la démarche bâtiment durable Occitanie, en Île-de-France à partir de 2000. Antonin, ton micro est coupé. Ah oui, je ne sais pas comment ça se fait. Oui, en déplaçant l'image, j'ai coupé le micro, excusez-moi. Du coup, voilà, je disais à partir de 2018 en Île-de-France, en 2020 en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on est donc la 5e région et on n'est plus les Bisous, puisqu'il y a maintenant les Bretons qui ont rejoint donc, le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables, qui est un collectif interrégional avec l'ensemble des associations qui portent ces démarches, qui sont des démarches locales. Voilà, donc on a, si donc nous on vient de se lancer, la démarche, elle a une certaine antériorité et une légitimité avec plus de 1000 bâtiments qui ont été accompagnés dans le cadre des démarches en France, avec voilà, un certain nombre de surfaces, notamment en PACA, où voilà, on a plus de 2000 mètres carrés de projets qui ont été accompagnés dans le cadre de la démarche. Donc on a une vraie expertise, légitimité sur la démarche qui fonctionne, qui est devenue vraiment le signe qualité locale. C'est ce que demandent les maîtres d'ouvrage en PACA ou des aménageurs dans des zones d'aménagement. Ils demandent que les projets soient faits en BDM. C'est ce que mettent en avant les professionnels dans leur book pour dire qu'ils ont fait des références en bâtiment BDM. Donc ça s'est vraiment imposé comme la signe qualité locale. Et donc, le collectif a l'avantage de garantir les fondements de la démarche et de mutualiser pour l'ensemble des structures qui portent des démarches bâtiments durables dans leur région. Donc, on peut, voilà, nous, quand on a développé la démarche, on a pu s'appuyer sur ce qui a été fait dans les 4 précédentes régions. Voilà, j'en dis pas plus long, juste peut-être voilà, sur le dernier élément de contexte, c'est que du coup, c'est les professionnels qui ont adapté la démarche à la région en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs, accompagnés par le pôle énergie dans le cadre du programme de travail du pôle énergie qui est financé par l'ADEME et la région. Donc, il y a un groupe d'une quinzaine de professionnels qui a travaillé à partir de janvier 2021 au développement de la démarche, avec notamment voilà, la structuration juridique et la création de l'association pour porter la démarche, le plan de développement et puis surtout la construction de la grille d'évaluation qui a rassemblé une cinquantaine de professionnels qui sont réunis pour travailler sur la grille d'évaluation. C'est voilà, une vingtaine de groupes de travail qui ont construit cette grille. Voilà, donc ça c'est pour Terragilis. On va passer sur vraiment les points essentiels pour vous dire qu'est-ce que c'est que la démarche. Donc la démarche, c'est une démarche qualité pour accompagner et évaluer des opérations de construction de réhabilitation en ayant vraiment une vision globale et en prenant en compte l'ensemble des exigences d'un développement soutenable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche, c'est à la fois un dispositif qui est là pour accompagner les maîtres d'ouvrage, en même temps un outil pour évaluer les bâtiments et qui permet d'accéder à un signe de reconnaissance de la qualité. Et enfin, c'est aussi un espace d'échange et d'apprentissage pour les professionnels du bâtiment. On va le voir pourquoi, mais voilà, l'idée, c'est bien que ces opérations-là, elles servent à l'ensemble des acteurs pour apprendre collectivement des opérations qui sont en démarche BD. Donc, il y a 2 objectifs. Améliorer la qualité des projets, donc ce que je disais, vraiment en accompagnant directement les acteurs sur leur opération, leur école, leur rénovation d'hôpital. Voilà, améliorer la qualité des projets, mais en même temps, participer au développement et au renforcement des compétences des professionnels en valorisant les opérations et en accédant à ce retour d'expérience. La démarche, elle peut accompagner des opérations neuves ou des opérations en réhabilitation. Voilà, on a bien ciblé que la réhabilitation est le principal enjeu. Donc, ça accompagne ces différents types d'opérations, ça accompagne différents types de projets, aussi bien de l'habitat collectif que du bâtiment tertiaire ou des établissements d'enseignement, voilà, et dans tertiaire, c'est très large. C'est juste qu'on n'a pas mis, par exemple, dans les autres régions, ce qui est le cas dans les autres régions, nous, on n'a pas pris les maisons individuelles,
puisque les particuliers ne rentrent pas dans ce genre de démarche, donc on s'adresse quand même plutôt à des maîtrises d'ouvrage professionnelles, entre guillemets, ou en tout cas où il y a un public, un maître d'ouvrage qui va pouvoir conduire l'opération. Donc voilà, la démarche, elle s'adresse voilà, pas aux particuliers, mais à des maîtres d'ouvrage publics ou privés qui sont volontaires, qui décident de s'engager dans la démarche pour que leur projet obtienne un niveau de reconnaissance et qui prévoient le budget pour atteindre ce niveau de reconnaissance. Et la démarche est payante, donc c'est le maître d'ouvrage qui décide de s'engager dans la démarche. On viendra à la fin sur le prix de la démarche, mais c'est une démarche qui est volontaire et payante. C'est une démarche qui est vraiment, ce que je disais, holistique, avec une approche globale. Donc, on ne va pas traiter que de l'énergie et surtout, on va essayer de ne pas réduire la performance environnementale juste à la consommation d'énergie, mais bien à l'ensemble des paramètres qu'a à prendre en compte l'opération. Donc, on va retrouver 7 thèmes dans la grille d'évaluation que vous avez là, qui vont voilà, de l'énergie, mais aussi de la gestion de l'eau, qui est souvent le parent pauvre dans le bâtiment, des ressources et matériaux, de l'aspect solidaire, social et économie, de la biodiversité, territoire, site et biodiversité, où par exemple on évalue aussi le fait que le projet contribue positivement ou non au territoire, qu'il est proche des transports en commun, enfin voilà. On regarde vraiment le projet dans son ensemble et aussi le sens du projet en lui-même. Et on regarde aussi du coup les aspects confort et santé, évidemment, qu'on développerait un peu et qui vont vous intéresser particulièrement. Et puis on a un thème gestion de projet, pardon, qui est un thème un peu transversal, qui est vraiment en aide à la conduite de l'opération. Donc, dans la démarche, on a 3 grands principes qu'il faut retenir. Donc, cette grille d'évaluation qui a été construite par les professionnels du territoire sur l'ensemble des aspects environnementaux, sociaux, économiques. On va la détailler après. Un système d'accompagnement humain et technique pour tous les acteurs du projet, notamment avec des accompagnateurs bâtiments durables Bourgogne-Franche-Comté, des accompagnateurs BDBFC, qui sont des professionnels de la maîtrise d'œuvre, architectes, ingénieurs, bureaux d'études ou AMO, qui vont être intégrés à l'équipe projet et qui vont être le garant de la mise en œuvre de la démarche. On va développer aussi après cet aspect-là, mais voilà, il y a un accompagnateur pour chaque projet, il y a un accompagnateur qui est intégré à l'équipe, soit en tant qu'AMO, soit directement dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que ça peut être l'architecte ou le bureau d'études qui a une mission complémentaire et qui va accompagner le projet. On reviendra un peu là-dessus. Et enfin, on a le 3e grand principe qui est la commission d'évaluation, qui est donc une évaluation, une validation finale par des professionnels reconnus, bénévoles, au profil varié, qui sont les membres de la commission. Et donc le projet, il passe en commission, donc où l'équipe projet présente l'opération. Ensuite, les membres de commission donnent des conseils pour essayer de faire progresser l'opération et donnent des points de cohérence globale. Et donc le niveau de reconnaissance, il est atteint par 2 composantes. Donc c'est une méthode à points. On a un certain nombre de points à travers la grille d'évaluation, jusqu'à 85 points possibles, et on a des points de cohérence globale qui sont donnés par la commission, qui peut aussi donner des points bonus par rapport à l'innovation ou la créativité qui peut être demandée par l'équipe projet. Et en fonction de ce nombre de points, on obtient une médaille, bronze, argent ou or, qui voilà, valide le niveau de qualité atteint par l'opération. Voilà, l'idée, c'est que la commission soit aussi sur de l'évaluation forcément un petit peu plus subjective, mais qui permet de ne pas être enfermé dans un référentiel avec une boîte noire où c'est oui-non. La commission, elle peut du coup appréhender la cohérence du coup du projet. Hein, c'est les points de cohérence durable du projet qu'elle donne pour voilà, être un peu plus fin dans la façon d'évaluer le projet, parce qu'on a beau avoir réfléchi le plus possible dans notre grille d'évaluation et dans les critères qu'on propose, on n'a peut-être pas prévu des choses ou des critères qui ne s'appliquaient pas bien dans ce projet-là parce qu'il y avait telle contrainte ou ainsi de suite. Et donc la commission, elle est là, c'est elle qui donne le niveau de final du projet. On va revenir après, mais du coup, cette commission, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est publique. C'est là où on a tout le retour d'expérience, c'est que n'importe qui peut y assister, et donc on a vraiment, on peut voir des confrères ou des maîtres d'ouvrage qui expliquent leur choix de conception, qui présentent leur opération, qui présentent leur choix de conception, et qui sont évalués par leurs pairs. Et donc on a vraiment des retours d'expérience très concrets, et on peut interagir, le public peut poser des questions, donc c'est vraiment quelque chose qui peut nourrir
ses propres projets à travers le retour d'expérience qu'il a. Et donc, c'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte de la démarche, c'est de vraiment assister à la commission. Et du coup, je vous donne tout de suite une avant-première pour vous dire que la première commission BDBFC aura lieu le 27 avril à Châlons, 27 avril matin. Donc, voilà, vous aurez l'information à la fin, mais je vous invite à y participer. C'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte de la dynamique que peut créer la démarche. Ce que j'ai pas dit là, non, je l'ai pas là. Avant de passer sur la philosophie de la démarche, un point important, c'est que le projet, il est évalué, il passe en commission à 3 moments différents. Il passe en conception, donc à peu près en phase, pour peut-être ceux à qui ça parle, en avant-projet définitif, APD, ou avant la phase pro, en tout cas un moment où on peut encore intégrer les conseils qui pourraient être donnés par la commission, donc avant que tout soit figé et que les entreprises soient déjà consultées. Donc voilà, une évaluation en phase conception, une évaluation en phase réalisation, c'est-à-dire à peu près la livraison du bâtiment. On revient évaluer, voir ce qui a été conçu et comment les ajustements qu'il y a pu avoir. Et le projet est évalué en phase usage. Donc on revient 2 ans après 2 hivers, 2 étés, pour faire le bilan en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation d'eau, de confort. On fait une enquête auprès des usagers pour vraiment voilà, voir pas seulement ce qui a été réalisé, conçu et réalisé, mais bien ce qui est le bâtiment en vie et en usage. Voilà. Donc, contrairement à d'autres démarches ou labels, peut-être, voilà, on a livré le bâtiment et il n'y a plus personne, on regarde vraiment comment fonctionne l'opération à la fin. Donc, c'est aussi une des grosses plus-values de la démarche. Justement, j'étais là-dessus, peut-être sur voilà, la démarche, c'est la philosophie, c'est que c'est ni un label ni une certification, ou alors ce serait une certification participative, parce qu'elle repose sur un principe de système participatif de garantie qui est utilisé en agriculture biologique, que je vais vous détailler juste après, mais en fait, ça revient à dire que c'est les professionnels, enfin l'ensemble des acteurs d'un service ou d'un produit sur un territoire qui se mettent ensemble pour définir ce que c'est que la qualité de ce produit ou de ce service, et qui valident l'ensemble de la démarche qualité pour leur territoire et comment l'atteindre. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un partage des savoir-faire avec l'idée d'essayer de faire progresser l'opération. Donc les systèmes participatifs de garantie, c'était défini par l'IFAM, qui est l'organisme international qui regroupe tous les organismes d'agriculture biologique. Et donc voilà, c'est vraiment un système d'assurance qualité qui permet voilà, d'impliquer l'ensemble des acteurs. Donc, il y a quelques grands principes sur ce système participatif de garantie. C'est vraiment la participation des acteurs, le caractère local, la confiance, l'organisation horizontale du système et notamment de la gouvernance du signe de qualité, et un processus d'apprentissage et d'amélioration collectif à travers ce SPG. Donc voilà, on définit ce que c'est qu'un bâtiment durable avec la démarche bâtiment durable, et c'est pas la moindre des choses, parce que si on pose la question à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment durable, on aura plein de réponses différentes, ou on aura peut-être différents éléments qui vont sortir. Donc nous, on a fait à travers la grille un travail qui permet de, voilà, à partir de 350 critères, de dire on a tel niveau de qualité sur ce bâtiment en termes de soutenabilité, en termes de développement durable. Donc on a fait ce travail-là, et après on a voilà, l'idée d'apprendre collectivement, et ça c'est à travers les commissions et le partage. Donc voilà, dans un SPG, on retrouve du coup souvent un référentiel qui définit la qualité, des étapes de validation du produit, une évaluation par les pairs et une gouvernance collective. Ce qu'on retrouve dans la démarche bâtiment durable avec la grille, la procédure d'évaluation du projet, et on va le voir après, la commission d'évaluation et la possibilité d'adhérer à TerraGélis pour participer à la gouvernance de la démarche. Du coup, voilà, ce principe de SPG, ça confère des avantages et ça distingue la démarche par rapport à d'autres labels et certifications. C'est qu'on est vraiment sur une gouvernance horizontale et représentative de la filière, un processus d'apprentissage collectif, la transparence dans le mode d'évaluation, la participation de professionnels volontaires, et du coup aussi les types des acteurs qui participent à l'évaluation des projets, et puis aussi une relation qui est basée sur le postulat que les acteurs sont dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour contrôler ou
sanctionner ou vérifier à la virgule avec un certificateur. On pense que les gens vont faire bien. Après, on contrôle, on va le voir, le processus de validation qui est du coup tout aussi robuste qu'un organisme cofraqué. Mais voilà, on est sur tous ces éléments-là qui font que, peut-être le dernier point, c'est qu'on est, voilà, nous, à but non lucratif, au sein de Terragilis, on a une activité économique à but non lucratif. L'idée, c'est de faire progresser les bâtiments et les acteurs. Donc voilà, si on devait la définir, la démarche, voilà, elle est vraiment participative, interprofessionnelle, locale, multicritère, pardon, et évolutive, c'est-à-dire que le référentiel, il va s'améliorer au fur et à mesure des retours d'expérience quand on aura des projets qui rentreront en démarche. Et puis, on a cette idée d'essayer de faire progresser l'opération. C'est vraiment l'idée forte de la démarche, hein, c'est que tous les projets ne vont pas atteindre le niveau or, loin de là, parce que le niveau or, il est assez élevé. C'est vraiment les opérations qui vont nous montrer la voie, mais c'est qu'à chaque fois, on prend une opération qui avait peut-être une envie de faire bien, et on va essayer de la pousser un peu plus loin sur aussi d'autres sujets. Peut-être qu'elle va rentrer par l'entrée énergétique, et on va essayer de la pousser plus loin sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, sur les matériaux, sur le confort. Et donc, c'est essayer de faire progresser l'opération pour qu'elle arrive à un meilleur niveau de qualité, et de la faire progresser aussi au fur et à mesure de l'évaluation de la commission. Et pas différents passages en commission. Dernier point sur les points essentiels, pour dire que, je l'ai dit tout à l'heure, la démarche, elle existe aussi à l'échelle du quartier. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on développera dans un deuxième temps. Donc là, c'est à destination des opérations d'aménagement, que ce soit en zone urbaine ou rurale, dans un contexte adapté à toutes les spécificités du territoire. Et on a vraiment les mêmes principes, on retrouve juste un thème en plus dans la grille d'évaluation avec la mobilité. Donc on traite dans démarche bâtiment durable avec quelques critères. Là, il y a un petit peu plus d'éléments. Voilà, sur la partie points essentiels, vous me laissez 2 petites secondes pour boire de l'eau. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans comment ça fonctionne la démarche, notamment entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la démarche. Et comme tout projet, ce qui est important, c'est le PFH, hein, le putain de facteur humain, comme on appelle. Donc c'est d'abord des hommes qui font des bâtiments, et c'est une aventure collective, et la coordination et la communication entre tous les acteurs est toujours important. Donc, on trouve tous ces acteurs-là autour d'un projet de bâtiment durable, avec des acteurs en plus qui sont le référent Terragilis, l'accompagnateur BDBFC et les membres de la commission. Donc, comment ça se déroule? Si je vous le fais en imagé, qui fait quoi dans un projet de bâtiment? Donc, si votre projet était un petit train, globalement, les passagers, ça serait les usagers et le maître d'ouvrage. Les entreprises, ça serait les wagons, parce que c'est eux qui réalisent le bâtiment, qui vont faire le train. Et puis, dans ce train-là, on a un pilote. Et dans le pilote, on a l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et dans cette cabine de pilotage, on met un accompagnateur BDBFC qui va l'aider à piloter le train vers le monde merveilleux du bâtiment durable. Où nous, on donne un peu le roadbook, et c'est l'accompagnateur qui fait le guide, et c'est la commission qui, au final, dit que le projet est bien arrivé. Si je vous le fais en façon un peu plus techno, les acteurs, du coup, on a un maître d'ouvrage, il décide de s'engager dans la démarche volontairement, il va définir son niveau d'ambition, il va prévoir les financements nécessaires pour réaliser l'opération. Du coup, il va y avoir un premier échange avec Terragilis et le référent qui va informer et conseiller sur la démarche, donc aider à intégrer la démarche dans l'opération, aider à définir le niveau d'ambition, et il va fournir une liste d'accompagnateurs. Donc après, c'est bien le maître d'ouvrage qui choisit lui-même son accompagnateur. Nous, on va l'aider à le faire, à intégrer la démarche, comment consulter. On a un cahier des charges type, on a défini précisément quelles sont les missions à réaliser pour un accompagnateur sur une opération, mais c'est bien le maître d'ouvrage qui choisit lui-même son accompagnateur. Nous, Terragilis, on n'intervient pas dans ce choix-là. Du coup, c'est ensuite le maître d'ouvrage choisit son accompagnateur, donc avec comme je vous disais, deux configurations. Soit il le choisit, il rentre très tôt dans la démarche dès la phase programmation, il le choisit en tant qu'AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. Soit il le choisit directement, il donne une mission en plus à l'architecte ou au bureau d'études pour être l'accompagnateur.
Et donc, l'accompagnateur, son rôle, c'est de conseiller le maître d'ouvrage, de proposer des améliorations. C'est lui qui va remplir la grille d'évaluation, qui va du coup faire le lien avec Terragilis. Il va avoir aussi un rôle très important d'organiser la présentation du projet et de présenter du coup le projet en commission, mais il présente le projet avec l'ensemble des acteurs. Donc, le maître d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études, les entreprises aussi en phase de réalisation sont invités à participer à la commission pour présenter l'opération. Donc, Terragilis, nous, on va organiser, animer les commissions, on va instruire le dossier, vérifier que justement ce qu'a rempli l'accompagnateur dans la grille est justifié. Du coup, voilà, il y a une évaluation, elle se fait vraiment en 3 étapes. C'est d'abord l'accompagnateur qui remplit sa grille. Ensuite, nous, Terragilis, on vérifie et on demande des justificatifs par pourquoi le moyen est coché et pourquoi le critère est validé. Et ensuite, il y a la 3e processus de validation, c'est la commission et les professionnels qui siègent dans la commission qui vont proposer les pistes d'amélioration, donner les points de cohérence globale, et c'est eux qui attribuent le niveau de reconnaissance final dans la commission, enfin du projet. Donc voilà, l'évaluation, elle se fait vraiment en trois étapes. Donc voilà. Voilà pour le fonctionnement à peu près. Maintenant, si on rentre, enfin voilà, si pour le déroulement d'un projet qui rentrerait en phase en démarche BDBFC, dans le cadre d'un marché public qui est assez normé au niveau des différentes phases. Voilà, si on rentre dès la phase programmation, ce qui est plutôt intéressant, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se rejouent au moment de la programmation, qu'il y a déjà voilà, certains de paramètres qui vont jouer beaucoup sur l'impact du bâtiment. Donc, plutôt on rentre dans la démarche, mieux c'est. Après, on peut rentrer un peu plus tard et on peut rentrer au niveau esquisse ou APS, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit, enfin, un accompagnateur qui soit intégré à l'opération, voilà, ou plus tard à la phase d'esquisse. Donc l'idée, c'est voilà, que le maître d'ouvrage prenne contact avec Terragilis, intègre la démarche dans son programme et choisisse. J'ai encore recoupé mon micro, je sais, dès que j'ai fait des fausses notes, pardon. Donc après, voilà, il intègre son accompagnateur. Ensuite, on a, pendant la phase de conception, en esquisse ou en APS ou en avant-projet, un travail voilà, qui se fait autour de la grille. L'idée, c'est que l'accompagnateur, il est là pour remplir la grille, mais il est là aussi pour être un peu l'animateur de la performance environnementale du projet, pour créer une émulation au sein des équipes. Il n'a pas à être expert de tous les sujets qui sont dans la grille, mais il doit être un peu challenger l'ensemble de l'équipe pour voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, la grille, elle sert aussi un peu ça de checklist et d'aide à la décision pour voir, bon, là, au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de l'infiltration, on n'a pas prévu grand-chose sur l'opération. Donc voilà, c'est aussi un outil pour aider à concevoir l'opération, et c'est un outil d'évaluation qui sert ensuite pour le projet. En phase APD, du coup, il y a une réunion qui se fait vraiment avant pour bien préparer le passage en commission. Et ensuite, on a le passage en commission. L'équipe essaie en fonction du passage en commission, de ce qui a été du retour, on intègre les propositions d'évaluation en phase pro-DCE. Ensuite, il y a une phase chantier réalisation, où du coup, il y a un suivi qui est réalisé par l'accompagnateur, avec différentes missions qui peuvent être du coup là, voilà, des missions de base ou des missions complémentaires qui peuvent aller vraiment jusqu'à au suivi de la charte chantier à faible impact. Enfin, voilà, ça peut se répartir différemment entre les acteurs de l'équipe. Et il y a une visite du coup à la livraison du bâtiment pour regarder ce qui fonctionne, ce qui a été réalisé, et on a un deuxième passage en commission, puis un dernier passage en phase d'usage, où du coup là on demande bien qu'il y ait un suivi, un monitoring de consommation du bâtiment et de son confort pour voir comment ça se déroule. Si je vous mets un peu plus sur l'accompagnateur, donc, comme je vous ai déjà dit, c'est un professionnel de la maîtrise d'œuvre. Son rôle, c'est vraiment d'aider le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à améliorer le projet. Et donc, il va voilà, remplir la grille, il va dialoguer avec les Terragilis par rapport à
pourquoi ce critère est coché. Et puis, il va proposer des pistes d'amélioration, surtout en s'appuyant, par exemple, sur tout le retour d'expérience qui a été fait dans les autres démarches bâtiments durables. Je vous disais en introduction, il y a plus de 1000 bâtiments qui ont été accompagnés en France à travers la démarche bâtiment durable. Et donc, l'accompagnateur, il a accès à tout ce retour d'expérience, à toutes les présentations qui ont été faites dans les commissions. Et donc, il peut aller rechercher un retour d'expérience et proposer des pistes d'amélioration. Si on donne un exemple, je sais pas, voilà, il y a une problématique par rapport à un puits climatique, il peut aller chercher des exemples dans d'autres réalisations et d'autres opérations BD pour inspirer l'équipe projet. Donc voilà, il va chercher un peu tout à animer et à essayer de pousser un peu plus loin l'opération. Puis un autre point, c'est qu'il peut être aussi un peu le garant des ambitions que va se fixer l'équipe au départ. On sait que voilà, au début de l'opération, on a des ambitions environnementales. L'opération avançant, les contraintes budgétaires se faisant de plus en plus fortes, c'est souvent les ambitions environnementales ou des choix qui sautent. Donc là, c'est aussi l'idée de pouvoir défendre ces aspects-là, notamment par rapport à la grille. De se dire, bon, bah, voilà, si on enlève tout ça, on n'aura pas notre médaille bronze alors qu'on a décidé de rentrer dans la démarche. Donc, ça peut être un élément aussi de discussion pour essayer de tenir les ambitions environnementales tout au long de l'opération. Pour devenir accompagnateur, donc justement, pour pouvoir tenir ce genre de discussion, on demande à des professionnels qui ont déjà un minimum d'expérience, donc 5 ans minimum en maîtrise d'œuvre et avec des références de bâtiments durables. Pour être accompagnateur, il y a une formation qui est donnée par Teragilis en partenariat avec le Pôle Énergie, qui est l'organisme de formation. Donc, deuxième news et avant-première pour vous aujourd'hui, la troisième session aura lieu le 11 et 12 mai. Voilà, on va communiquer bientôt là-dessus. Et puis, on lui demande aussi de signer une convention et une charte, et puis de participer à des commissions pour être acteur vraiment de la démarche. Et on lui demande d'être adhérent de Teragilis et d'être couvert par une assurance pour réaliser les missions d'accompagnateur. Donc voilà, la formation, je passe peut-être un peu vite, mais moins de personnes qui doivent être intéressées par ce sujet-là aujourd'hui, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, dans la formation, on regarde comment bien connaître la grille, comment s'approprier la démarche, la présenter, mais on regarde aussi tout l'aspect animation, voilà, comment défendre et présenter l'opération en commission. Ensuite, dans l'accompagnement, il y a Teragilis, c'est le référent qui est vraiment là en backup, en back-office des acteurs, qui est là vraiment tout au long de l'opération pour l'ensemble des acteurs, pour conseiller sur l'intégration de la démarche, sur le déroulé, pour proposer éventuellement des retours d'expérience, pour préparer la commission, pour vérifier la grille. Voilà, donc on est vraiment à disposition de l'ensemble des acteurs. Mais l'interlocuteur du maître d'ouvrage en premier, c'est l'accompagnateur. Voilà, si on zoome un petit peu plus sur la grille d'évaluation, je ne suis pas trop mal au niveau timing. La grille d'évaluation, donc c'est vraiment l'évaluation, il faut retenir qu'elle se fait en 2 temps. Il y a 3 étapes clés, ce que je vous ai déjà dit, conception, réalisation, 2 ans après. Et elle se fait via la grille d'évaluation et via l'avis de la commission, composée de professionnels. Et l'avis de la médaille, elle est attribuée à chaque passage en commission. Et le niveau définitif, il est en commission conception. C'est-à-dire qu'on peut être, on va donner l'exemple positif, on peut être bronze en phase conception et puis monter en phase argent, en phase réalisation et en phase exploitation. Donc voilà, à l'inverse, et donc moi quand j'avais assisté à une commission en PACA, un projet d'un bailleur voilà, qui était en commission usage, a été rétrogradé d'argent à bronze parce qu'il n'y avait absolument aucun suivi de l'opération, aucun entretien maintenance, il y avait pas, le maître d'ouvrage n'était même pas là à la présentation en commission. Enfin, voilà, du coup, ce niveau définitif, il est bien en commission exploitation, avec 3 niveaux, donc bronze à 80 points, argent à 60 et or à 80. Et donc la grille d'évaluation, elle est là aussi pour ce que j'ai déjà dit, mais donc objectiver l'évaluation. Voilà, on a 350 critères qui nous permettent de définir le niveau de qualité de l'opération, mais c'est aussi
un outil qui peut accompagner l'équipe projet dans sa conception et dans l'aide à la décision, et qui est aussi un outil pédagogique pour favoriser le dialogue dans l'équipe, justement. Et la grille, pendant les réunions de conception, voilà, elle va aider l'accompagnateur à travailler sur le projet, quoi. Hop, pardon. Excusez-moi, ça a été trop vite. Donc la grille d'évaluation, on a un socle commun avec les différentes régions bâtiments durables. Comme je vous ai dit, on est reparti de la compilation des 4 grilles des 4 autres régions et on a retravaillé cette grille pour l'adapter à notre territoire. Il y a 7 thèmes que vous avez là et que je vous ai déjà détaillés. Avec l'idée, la grille, elle est vraiment structurée selon 4 niveaux. L'arborescence, on a ces 7 thèmes. Dans les thèmes, on a des sujets à traiter. Et pour chaque sujet, on donne des objectifs à l'équipe projet et à l'opération à atteindre. Et pour ces objectifs, on propose des moyens d'atteindre cet objectif. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la philosophie de la grille, c'est qu'on propose des moyens qui permettent d'atteindre cet objectif. C'est pour ça que les moyens, c'est égal à critères. Mais voilà, c'est des moyens, l'équipe peut proposer autre chose et voilà, et l'expliquer, le défendre en commission, pardon. Voilà, et donc après, sur la grille, voilà, la petite sphère qui tourne, c'est parce que voilà, on est sur des thèmes transversaux, il faut faire des choix, et du coup, voilà, on essaie de mettre une sphère dans un carré. Voilà, on a eu beaucoup de discussions dans les groupes de travail pour dire est-ce que ce sujet, il va à tel endroit ou pas. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que dans gestion de projet, dans la région, les professionnels ont fait le choix vraiment de ramener tous les critères qui ont un rapport avec de la méthodologie ou la réalisation d'une étude dans gestion de projet. Et donc, gestion de projet, c'est vraiment un thème transversal où on retrouve des critères qui touchent à tous les thèmes et qui est vraiment du coup conçu comme une aide à la conception de l'opération, au déroulé de l'opération. Il est structuré avec un sujet programmation, un sujet conception, un sujet réalisation et un sujet exploitation. Et dedans, on retrouve ces critères-là et ça aide du coup, voilà, c'est aussi ça peut aider à conduire son opération, à se dire, voilà, on a par exemple dans le sujet conception, on a un objectif sur comment bien choisir ses entreprises et on a un certain nombre de critères. Voilà, donc si vous aurez de la présentation qui vous sera envoyée, vous pourrez aller voir la mind map, la carte mentale de la grille d'évaluation avec les différents sujets et objectifs pour chacun des thèmes. On ne va pas détailler là, on va peut-être juste détailler énergie et confort et santé qui vous touchent particulièrement dans le réseau RISET. Donc dans énergie, le sujet est structuré un peu dans la logique négawatt. On essaye d'abord de réduire les besoins en énergie au maximum en maîtrisant les apports solaires et en maximisant la performance de l'enveloppe pour limiter les déperditions thermiques. Et donc ce sujet-là vaut plus de 50% des points qui sont attribués dans le thème énergie. On a ensuite l'utilisation efficace de l'énergie, donc comment voilà, réduire les consommations de chauffage, réduire les consommations électriques, et on a un objectif d'atteindre une basse consommation énergétique. Et donc là, par exemple, on n'a pas redéfini des éléments, on s'est calqué par exemple sur les démarches qui existent déjà en termes de performance énergétique. Donc on demande si le projet atteint le niveau énergétique d'un bâtiment passif, ou ce qui est demandé dans le programme Éphilogie de la région qui aide les bâtiments performants en termes de consommation d'énergie. Donc on s'est calé sur le même critère pour ne pas demander des choses en plus au maître d'ouvrage. Et puis enfin, un dernier sujet sur utiliser les énergies renouvelables. On a, voilà, sur ce thème-là, on a à peu près 68 critères. Sur le thème confort et santé, on a structuré la chose avec 2 thèmes bien différents. Tout ce qui est bien-être physique et plurisensoriel, c'est-à-dire comment on assure un confort hygrothermique, un confort acoustique, visuel, olfactif, et puis un confort spatial et fonctionnel, qui est peut-être moins souvent connu. Et un autre sujet qui est prévenir les risques sanitaires. Et donc là, on a vraiment structuré ce thème-là par rapport à la démarche ECRIN, qui est une méthode de management de la qualité de l'air, dont on reparlera peut-être une prochaine fois, développée par l'ADEME, qui voilà, permet de manager la qualité de l'air tout au long de l'opération. Et donc, voilà, avec comment on gère les pollutions atmosphériques, comment on gère les pollutions qui viennent du sol, comment on limite les polluants venant de l'intérieur,
comment on fait pour assurer un bon renouvellement d'air de qualité et comment on s'assure de la qualité de l'air, c'est-à-dire de la démarche globale. Pour, par exemple, les projets qui ont fait écrin, s'ils ont fait écrin, ils auront tout de suite leur point là-dessus. Donc là, on a pas mal renforcé ce thème-là dans la région, donc on a 80 critères. Peut-être à ce stade-là, vous avez peur par rapport au nombre de critères que je vous annonce. Ce qu'il faut avoir en tête quand je dis 350 critères, c'est qu'ils sont contextualisés à chaque fois et que du coup, ces critères-là, on ne va pas toujours les demander aux équipes. C'est-à-dire qu'en fonction de où se trouve l'opération par rapport au climat, en fonction de si c'est du neuf ou si c'est de la réhabilitation, en fonction du type de bâtiment, et en fonction de la zone, de l'intensité urbaine, c'est-à-dire si c'est en plein centre-ville ou en pleine campagne, on ne va pas demander les mêmes critères. Il y a des critères qui vont s'appliquer ou pas. Voilà, donc sur la typologie de bâtiment, c'est ce que vous aviez au tout début, on a tout ce qui est logement collectif, tertiaire et enseignement. Après, on pourra peut-être développer d'autres typologies de bâtiments, et pourquoi pas une typologie de bâtiment par rapport aux bâtiments de santé. Voilà, c'était dans les réflexions qui se font dans les groupes de travail au sein de Terragilis. Mais voilà, on a du coup des critères qui s'appliquent ou pas en fonction du contexte de l'opération. Donc c'est un référentiel qui s'adapte à chaque projet. C'est plutôt une méthode simple avec, certes, ces 300 critères, mais voilà, c'est juste on coche critère atteint ou pas, et après l'accompagnateur justifie ou pas comment ce critère est atteint. Ce qui nous permet d'avoir ensuite un radar avec l'ensemble des thèmes. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a des prérequis à atteindre pour chaque niveau. Pour garantir qu'on ait bien traité l'ensemble des sujets, on demande un minimum de points à atteindre pour chacune des thématiques qui diffèrent selon le niveau d'ambition visée. Et donc, voilà, il faut obligatoirement être au-dessus du cercle rouge que vous avez dans le radar de résultats pour avoir la médaille. Avec des thèmes un peu où on demande plus, des thèmes où on demande moins. Par exemple, sur gestion de projet, on demande pas mal de points, parce qu'il y a pas mal de critères qui sont quand même des choses en fait, qu'il faut faire et qui sont faites relativement souvent sur une opération de méthodologie. Par exemple, sur l'eau, on a été un peu plus loin et des choses qui sont pas forcément faites, donc on a été plus mesuré sur le nombre de points qu'on demande au minimum pour atteindre la médaille bronze. Voilà, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la façon de rédiger les critères, c'est qu'on a été assez souple dans la façon de les faire, de les rédiger, pardon, et assez ouvert pour pas être trop prescriptif, pour pas dire il faut faire exactement ça, il faut mettre obligatoirement tel équipement. On l'a sur certains critères resté relativement large pour que l'équipe aussi puisse proposer les choses, pour pas être brimer la créativité des équipes. Et comme j'ai dit, voilà, c'est une démarche qui est ouverte évolutive et ouverte à l'innovation. Donc, en fonction des retours et des groupes de travail, on peut faire évoluer la grille. Et peut-être que, ce que je vous disais, voilà, sur des bâtiments de santé, il y a des critères un peu spécifiques qu'on pourrait intégrer ou qui ne s'appliquent pas, et on pourrait faire un contexte santé. Je sais que c'est à l'étude dans Nouvelle-Aquitaine, je crois. Donc, voilà, on avait aussi cette idée-là de le faire. Dernier point à détailler de grand principe, c'est la commission. Donc la commission, son rôle, c'est vraiment d'évaluer les projets en demande de reconnaissance, d'apporter des pistes de réflexion, d'attribuer des points de bonus et des points de cohérence globale. Et donc, c'est bien la commission qui valide le niveau atteint, bronze, argent ou or. La philosophie de la démarche de la commission, voilà, c'est d'être interprofessionnel. Donc, à chaque fois, dans les 5 à 8 membres qui composent la commission, on essaye d'avoir des profils variés, d'avoir un maître d'ouvrage, d'avoir un architecte, d'avoir un ingénieur, d'avoir une entreprise, d'avoir un expert, voilà, ou d'un organisme de formation pour croiser les visions. C'est bien l'idée à chaque fois dans la démarche, de faire de l'intelligence collective pour arriver à la meilleure version du projet. Transparente, puisque du coup, dans la commission, il y a... Pardon, je vais vous le détailler après, mais du coup, la délibération se fait en public. Les participatifs, donc le public peut participer à ce point-là. Et point assez important, elle est bienveillante, c'est-à-dire que l'objectif est de faire progresser les opérations, pas de sanctionner les acteurs. Et donc, on
essaye au maximum d'être dans une philosophie d'ouverture, d'intérêt partagé. Et donc la devise, c'est voilà, d'être bienveillant avec les acteurs, exigeant avec les projets. C'est pas le monde des bisounours, c'est si on nous propose un projet qui n'a pas suffisamment travaillé, pas lui dire amen, mais voilà, d'essayer de formuler des conseils pour faire progresser l'opération et pas être dans un esprit de sanction. Donc, pas un jury qui sanctionne l'opération, mais plutôt des acteurs, des pairs qui essayent de donner des conseils pour faire progresser l'opération. Donc voilà, ils sont pour ça ces membres bénévoles. Ils ne doivent avoir aucun lien avec l'opération qui passe devant. Ils attribuent ces points de cohérence globale avec une grille qui est bien définie, hein, comment on attribue ces points de cohérence globale. Et donc, ils ont accès avant l'opération à l'ensemble à la fiche synthétique de l'opération et à la présentation. Donc, comment se déroule une commission? On a la présentation de l'opération avec l'accompagnateur, le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui va du coup expliquer les principaux enjeux environnementaux, socio-économiques sur l'opération, leur parti pris et leur choix stratégique, et puis les principaux critères et enjeux qu'ils ont traités à travers la grille. Il y a ensuite un dialogue entre les membres de la commission et le public, qui est invité à participer et à poser leurs questions. Et il y a donc cette délibération publique en commission. Donc chaque membre de commission explique pourquoi il donne 5 points de cohérence globale, ou 10, ou 15, voilà. Et puis s'il attribue des points de bonus. Voilà sur le fonctionnement de la démarche. J'espère que j'ai été assez clair sur ces 3 grands principes qui vraiment structurent le déroulé de la démarche. Après, sur le coût de la démarche. Donc, la démarche, c'est une démarche qualité. Elle est du coup payante. Ce qui est constaté dans les autres régions, c'est que on représente un coût entre 0,7 à 1,3% du coût de l'opération, du coût total de l'opération. Et dans ce coût, il y a 2 éléments à bien prendre en compte. Il y a le coût qui est payé à Terragilis pour accéder à la démarche, au référentiel, l'organisation des commissions, l'instruction du dossier, la valorisation de l'opération. Ce que j'ai pas dit, mais je vais le dire après, je crois. Et la mission complémentaire du professionnel de maîtrise d'œuvre qui assure le rôle d'accompagnateur, donc qui est facturé à ses propres services. Donc la commission, le coût d'un projet, c'est pour la démarche, c'est ces 2 éléments-là. Voilà, avec des coûts qui peuvent être très variables. Et un certain nombre de tâches qui sont à faire de toute façon, quelle que soit la taille du projet. Donc, globalement, voilà, on peut être sur des petits projets plutôt autour de 1%, et sur des gros projets plutôt autour de 0,5%. Donc, c'est pour ça que dans la constitution de la grille tarifaire de Terragilis, on a une part fixe pour la démarche, avec un coût par phase, et puis on a une part variable selon qui est en fonction de la surface pour les bâtiments tertiaires, en fonction du nombre de logements, avec l'idée que du coup, plus on essaye un peu de faire payer aux gros projets qui participent aux petits projets. Donc voilà, si vous avez un exemple pour un bâtiment tertiaire de 1000 m², que vous retrouverez du coup, voilà, si le projet rentre dès la phase programmation, on est autour de 6 000 € pardon, pour faire la démarche, pour être accompagné dans le coût de Terragilis, auquel il faudra rajouter le coût de la mission de l'accompagnateur, qui est le principal coût dans la démarche, hein, parce que c'est lui qui fait principalement le travail. En fonction des missions de base ou des missions complémentaires que vous le confiez, voilà, le coût peut varier. Mais voilà, si je dois vous donner un ordre de grandeur, je vous dirais que le coût il est autour de 15 000 € pour assurer cet accompagnement sur 2 à 5 ans, selon la durée de l'opération. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que c'est un accompagnement qui commence dès la phase conception et qui va jusqu'à la phase d'usage, jusqu'à 2 ans après la livraison du bâtiment. Voilà, donc globalement, on est sur des coûts qui sont moins élevés que sur des coûts de certification environnementale, quoi, des autres certifications. Alors, des ordres de coûts à prendre avec des pincettes, parce que sur un nombre d'opérations un peu petit, mais d'un sort d'expérience en Occitanie, où on voit qu'on a des grosses différences de prix en fonction de la typologie. Ce que je voulais juste vous montrer par rapport à ces coûts-là, c'est qu'on a vraiment, au niveau des coûts des opérations, enfin voilà, on a finalement un coût plus élevé en bronze qu'en or. Donc ça peut casser un peu le principe d'ordre d'idée que le coût est
est plus cher en Europe. Pas forcément, puisqu'en fait, dans la démarche, on va viser un niveau de qualité supérieur qui fait qu'on a des objectifs, forcément un investissement à faire en plus, mais il faut avoir en tête, et j'insiste là-dessus, sur voilà, cette analyse en coût global qu'on défend souvent, pour avoir en tête que c'est même, je pense que la crise énergétique actuelle permet de renforcer ces arguments-là et qu'il y a peut-être moins besoin d'insister dessus, mais voilà, il faut bien avoir cette analyse en coût global et avoir en tête que si on prend sur 30 ans un bâtiment, en gros, 75% de ses coûts, c'est pendant l'exploitation et la maintenance. Et qu'il y a 20% des coûts pour la construction et 5% pour l'exploitation. Donc, plus on fait un bâtiment performant qui nous permettra de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, moins le bâtiment sera élevé. Donc, ça demande voilà, d'investir plus au départ et de ne pas chercher le projet le moins cher possible, mais de bien avoir le meilleur rapport. Et un élément à avoir en tête, c'est que dans le deuxième graphique de droite, c'est que l'engagement du coût global, beaucoup de choses se décident dès la phase programmation et conception, quoi. Hein, il y a plus de 80% du coût global qui se joue en fait en phase programmation, quoi. Voilà, peut-être, et un dernier exemple sur la répartition du coût global d'un bâtiment pour un vieux graphique pour un lycée donné par un document du ministère qui date un peu, qui est de 2009, où voilà, on voit qu'il y a un gros, il y a 27% voilà, on est autour de 30% pour la conception du projet et 60 le reste pour l'opération, l'exploitation maintenance. Vous avez des aides qui peuvent vous aider là-dessus, mais je pense que vos animateurs Reset seront peut-être encore mieux vous les détailler que moi, donc on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pour finir, du coup, voilà, on va, nous, au sein de Terragilis, valoriser au maximum l'opération qui passe en commission. Donc, il y aura cette présentation en commission, on fera une fiche de synthèse, il y a une base de projet, une galerie de projets sur notre site internet qui détaille l'opération. Et donc, ensuite, on valorisera au maximum les opérations. Les opérations, justement, pour avoir en tête, pour vous dire rapidement, on a du coup fait, pour se tester, 3 opérations pilotes dans le cadre de la démarche. Et donc, c'est dont 2 passeront en commission au mois d'avril. Il y a l'Institut Tranmail, qui est un projet d'aménagement d'une école d'enseignement supérieur sur l'économie sociale et solidaire en milieu rural, dans l'ancienne école. Donc voilà, c'est assez original et assez intéressant sur la contribution positive au territoire. Il aura pas mal de points, ce projet-là. Voilà, donc avec un projet autour d'1,8 million pour la réhabilitation de l'école. On a une crèche avec la ville de Besançon, qui est adhérente de Terragilis, voilà, avec un projet de réhabilitation. Et enfin, on a un projet de tiers-lieu sur une petite commune à Brétigny, au nord de Brétigny-les-Norges, au nord de Dijon, avec l'idée de restructurer les anciens locaux de la boulangerie, d'en faire un tiers-lieu et un logement. Voilà pour ces projets. Pour finir, et puis après on va pouvoir peut-être passer aux échanges. C'est ce que j'essaie de vous dire tout du long, mais je vais vous le redire d'une autre façon sur l'intérêt de la démarche pour vos projets. Et on vient de le dire, on vient de parler du prix, mais voilà, à la base, moi je ne connais pas de maîtres d'ouvrage qui veulent des bâtiments moches, polluants, énergivores et inconfortables. Ils veulent tous faire un projet de qualité. Donc, a priori, ça c'est la première des choses, l'envie elle est là. Et ensuite, on nous dit, bah, c'est l'argent le nerf de la guerre. En fait, pour faire un projet de qualité, il faut de l'argent, mais il faut aussi du temps et des compétences. Et c'est en arbitrant et en mettant en face ces 3 composantes qu'on peut réussir à faire
projet de qualité. On peut avoir un projet, un très gros budget et donner absolument pas de temps aux équipes pour travailler ou au projet pour se faire, et on risque d'avoir des malfaçons et des projets performants. Ou on peut avoir un très gros budget et mal choisir nos acteurs et nos intervenants, et on n'aura pas un bon projet non plus. Donc, en fait, un projet de qualité, si on veut les bons ingrédients, il faut voilà, à jouer sur ces trois-là et avoir un petit peu de méthode. Et c'est ce qu'on amène, nous, avec la démarche bâtiment durable, avec d'autres éléments qui peuvent vous aider dans le paysage régional et dans l'écosystème régional. Mais nous, on vous amène un outil pour votre projet pour essayer d'avoir un bon résultat à la fin. Donc, en gros, on vous donne une recette, des ingrédients, c'est vous qui allez faire le gâteau, mais avec cette recette et ces ingrédients donnés par des grands chefs du territoire, vous aurez plus de chances d'avoir un projet de qualité à la fin. Après, chaque projet est une aventure et un défi, mais voilà, en rentrant dans la démarche bâtiment durable, vous aurez ce niveau de reconnaissance du projet, qui est intéressant pour valoriser votre engagement en faveur du développement durable. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant, mais moi, j'ai tendance plutôt à mettre cet aspect-là d'avoir une démarche qualité qui va augmenter, qui a plus de chances de faire en sorte que vous ayez un projet de meilleure qualité à la fin, tant du point de vue architectural, environnemental, énergétique, sanitaire, et qu'au final, votre bien ait plus de valeur en termes d'usage ou d'immobilière pour les opérations. Et donc pour ça, avec la démarche, vous bénéficierez d'un accompagnement humain et technique avec l'accompagnateur, et vous bénéficiez de retours d'expérience des autres maîtres d'ouvrage et des autres opérations à travers la commission et puis à travers les apports que peut amener l'accompagnateur. Donc voilà, ça a un intérêt dans ce sens-là pour essayer de conduire vos opérations. Et en plus, je dirais que par rapport à des établissements de santé, voilà, nous, on a été très sensibles sur ce point-là et on a quand même pas mal boosté la partie prévenir les risques sanitaires pour qu'on ait voilà, des projets. Enfin, c'est une thématique assez forte et qu'on a quand même plutôt bien traité dans la grille d'évaluation. Donc, ça s'y prête voilà, plutôt bien pour des établissements de santé, pour intégrer voilà, ces différentes composantes là-dessus. Et puis, pour tous les acteurs impliqués dans la démarche, voilà, l'idée, c'est aussi d'intégrer un réseau, d'avoir les échanges, du coup, à travers ce réseau, de pouvoir mettre en exergue des efforts ou des solutions d'innovation, puis de faire évoluer ces pratiques. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez aussi, on valorisera votre opération et votre effort par rapport à ça, et par rapport aux techniques que vous auriez pu mettre en œuvre. Ouais, qu'est-ce que peut-être, ou alors si je vous dis maintenant, puis on passe les questions, ou peut-être les questions, peut-être tout de suite, et puis après je ferai le teasing final à la fin. Merci Antonin, donc en tout cas pour cette présentation qui est très claire. Donc maintenant, vous l'avez compris, le bâtiment, c'est complexe, ça fait appel à de nombreuses compétences. Alors justement, j'ai trouvé dans l'espace de discussion une remarque qui résume finalement aussi toute la démarche. L'intérêt de financer des études et de se faire accompagner en conception pour réduire les impacts en exploitation. Je trouvais que cela résumait cette démarche finalement assez intéressante. On est presque en prévention, on ne peut pas reconnaître, enfin pour pas recommencer des erreurs du passé où on a été très déçus après de beaux projets. Là, on veut vraiment être dans la phase projet et la suite pour assurer des projets donc performants. Au niveau des questions-réponses, alors n'hésitez pas à en poser pour l'instant. Alors j'en ai une, mais en fait, on a déjà eu la réponse. Pardon, juste avant que tu passes aux questions-réponses, mais c'est vraiment un point important, enfin je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que j'essaie de vous montrer avec le graphique de la MIC, c'est vraiment voilà, au moment de la conception que se joue le plus de choses, programmation et conception, donc il faut prendre le temps et de bien faire ces études-là, donc, parce que souvent on a déjà le stress du projet qui doit être livré, donc il faut prendre le temps de faire ses études, de bien concevoir son projet et de mettre les sous qu'il faut pour concevoir le projet de la meilleure façon, et c'est ce qui permettra de réduire les impacts en exploitation après. Merci Antonin pour ces compléments. Alors au niveau des questions, en fait, je crois que tu as déjà apporté la réponse lors de la présentation. Car la question c'était est-ce que la démarche bâtiment durable ne se penchait que sur des projets de construction et non de rénovation? Mais en fait, je crois que tu as déjà apporté la réponse. Ouais. Nous, on a notamment, on avait
très en tête cette problématique. Enfin, on sait que la problématique, c'est la réhabilitation du parc existant, hein, que ce n'est pas la construction neuve qui va résoudre le problème, puisque la construction neuve, ça renouvelle le parc à même pas à hauteur de 1% tous les 5 ou 7 ans, je crois, avec le rythme de construction en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on sait qu'il faut d'abord s'attaquer au parc existant si on veut répondre aux enjeux. Donc, c'était très présent dans les acteurs qui ont participé au développement de la grille dans la région. Donc, on a vraiment mis le focus là-dessus. Pour l'instant, nos opérations pilotes, c'est que de la réhabilitation. Après, on aura aussi des projets neufs. C'est moins le cas dans les autres régions où ils ont plus de projets neufs que de réhabilitation. Mais en tout cas, voilà, on peut accompagner les deux et on zoome pas mal sur la réhabilitation et on valorise et on évalue peut-être, on va dire ça comme ça, plutôt on évalue plus durement les projets neufs sur la partie ressources et matériaux. Parce que c'est aussi une des avancées de la grille d'évaluation que je n'ai pas détaillée, mais on a mis en place un outil, d'ailleurs en commun avec BDM, avec les professionnels de PACA, puisqu'ils étaient en train de faire la version 4 de leur grille d'évaluation, nous la version 1. Et on a mis sur la partie ressources et matériaux un petit outil qui permet de valoriser l'évitement d'impact sur la construction, des matériaux sur le projet de construction, sur un impact que ce soit carbone, mais aussi sur les ressources. Et donc, ça permet de valoriser tout ce qui est voilà, réutilisation, réemploi, et tous les projets de réhabilitation, du coup, où il y aura un réemploi de l'infrastructure, de la superstructure, seront tout de suite mieux notés. Les projets neufs, pour avoir les points, les prérequis et pour avoir le niveau or, il faudra forcément aller très très loin dessus, puisque le principe de l'outil, c'est que pour chacun des macro-lots, on définit la part de la filière. En fait, on a défini 5 filières, réemploi, biosourcé, recyclage, matériaux à impact réduit et matériaux conventionnels. Et du coup, voilà, on a un coefficient d'impact pour chacune des filières sur les différents macros. Donc pour les projets neufs, voilà, comme il y a beaucoup d'impact qui se joue sur la superstructure, il faudra qu'ils soient forcément très performants et en biosourcé pour espérer avoir le niveau. Alors justement, tu viens presque d'anticiper la réponse à la question suivante, parce que la question, c'était justement avec l'existant, mais aussi dans le neuf. Est-ce que la notion du réemploi était valorisée dans la démarche? Mais là, tu viens de répondre justement. Très à travers cet outil, quoi. On avait en tête, voilà, c'est une thématique qui est très à la mode, mais à raison en ce moment. Et donc, on a fait cet effort-là sur la partie ressources et matériaux à travers cet outil qui est encore en phase de consolidation, hein, qui est sur des versions bêta, mais qui commence à se structurer pour qu'on ait quelque chose qui soit simple, qui puisse être utilisé rapidement. L'idée, c'est pas de faire une ACV bis. ACV, c'est analyse de cycle de vie, donc une étude qui calcule les impacts du bâtiment sur 13 indicateurs, donc ce qui est très difficile après ensuite à analyser, et qui est très long et qui demande souvent d'avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir le faire, donc être plutôt en phase déjà APD ou pro pour pouvoir le faire bien, et en fait, en phase APD ou pro, on a déjà défini nos choix. Et donc en fait, on fait l'étude, mais ça ne sert plus beaucoup puisque les choix ils sont déjà faits. Donc l'idée, c'est de faire cet outil puisse être utilisé très tôt dans le projet en donnant juste des ordres de grandeur. C'est des filières, donc on assume le fait qu'ils soient approximatifs, mais ça me permet d'avoir de très tôt un indicateur en termes d'impact du bâtiment sur la partie ressources et matériaux, en termes d'impact carbone et d'impact sur les ressources naturelles. Et merci pour ces compléments. On voit très bien qu'on est dans l'adaptation au changement climatique, dans la transition, mais on n'est pas juste sur le volet énergétique. On a vraiment cette approche globale dans différents champs de compétences. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'enjeu et l'intérêt de cette démarche où on revoit aussi, alors à travers peut-être cette complexité qui pourrait effrayer, mais l'enjeu, c'est justement d'être accompagné, de se poser les bonnes questions dans un monde qui, de toute façon, est complexe. C'est la réalité. Ouais, du coup, après, la méthode, elle est assez simple, hein. C'est une grille, on plie, on coche et on a des points. Donc, la méthode est assez simple, le sujet les moins, mais le dispositif d'accompagnement et la grille permettent voilà, d'aborder le sujet et l'opération de façon plus sereine, on va dire, pour le maître d'ouvrage. Et puis, par rapport à l'adaptation au changement climatique, voilà, quand on a fait ce travail-là de construction de la grille avec les professionnels, on l'a fait au moment où le GIEC rendait son rapport.
On l'a commencé avec le 3e rapport du GIEC et on l'a fini avec la COP, la Xème COP sur le climat. Et donc voilà, dans les ambitions que se fixe la grille, en tout cas les professionnels ont voulu mettre à hauteur des enjeux climatiques les critères qu'on proposait. Et donc voilà, l'idée c'est qu'un projet qui rentre dans la démarche, il sera encore vivable et confortable en 2050. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout, pour tout ce qui se construit en conventionnel, quoi. Donc voilà, il y a aussi le niveau d'ambition, il est au regard des enjeux par rapport à ça. Pour autant, la démarche, elle n'est pas, comme je l'ai dit, elle n'est pas élitiste. Elle est là pour essayer de faire progresser l'opération. Et donc, on a testé la grille sur des opérations avant de la déjà réaliser pour tester. Donc, le niveau bronze est atteignable et permet d'avoir déjà un projet de très bonne qualité. Et ensuite, les graduations font qu'on a voilà, des projets qui vont un peu plus loin. On peut en tout cas prendre un projet qui a déjà une ambition, de l'amener à un niveau bronze, à un niveau qualitatif. Donc effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, on serait vraiment très fiers si un établissement de santé ou médico-social essayait de tester la démarche pour pouvoir en faire un retour d'expérience quelques années plus tard. Donc là, je vois que les questions, il y en a plus trop. Vous avez encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions. Sinon, Antonin, Madeleine reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur cette démarche. Je te propose donc de terminer, Antonin, et de nous donner le mot de la fin. Le mode d'emploi, du coup, si vous avez un projet, vous avez envie de tester, de voir si la démarche peut être intéressante, voilà, la première des choses, c'est de prendre contact avec Terragilis le plus tôt possible pour qu'on voit comment on intègre la démarche dans votre projet. Ça sera la première étape. Voilà, vous aider à définir le niveau d'ambition, caler les phases. Et voilà, dans la démarche, vous l'avez vu avec la commission, il y a quelques petites contraintes qui se remettent sur le planning, qui se mettent dans le planning, qui ne se rajoutent pas, mais qui se mettent dans le planning par rapport au passage en commission, tout ça. Donc voilà, bien intégrer la démarche. Donc quand vous allez consulter votre équipe de maîtrisole, il faut dire que votre projet est en démarche. Il faut du coup après choisir et intégrer un accompagnateur dans l'équipe, définir le niveau d'ambition du coup avec l'accompagnateur et voilà, faire progresser l'opération aux différentes phases. Donc voilà, si vous avez un projet, voilà, me contacter, on regarde donc, comment on peut intégrer ça. Et puis vous avez aussi voilà, la liste des accompagnateurs que vous pouvez retrouver sur le site internet de Terragilis, qui sont déjà formés, qui peuvent vous conseiller. Et donc, juste pour vous donner quelques éléments de suite, dont j'ai déjà évoqué, la première commission d'évaluation, du coup, vous verrez les projets de l'Institut de Tramail et de la crèche de Saint-Ferjeux qui passeront, ça sera notre première en commission, le 27 avril matin à Châlons. Voilà, plus de précision à venir, mais vous pouvez déjà retenir la date. Il y a la possibilité de participer à des commissions d'évaluation des autres régions en visio, à partir de la page du collectif des démarches quartiers et bâtiments durables, que vous pouvez accéder à partir de notre site internet, à laquelle vous pouvez accéder à partir de notre site internet. Et puis, dans la série webinaire, vous avez le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables qui va faire son premier webinaire avec le meilleur de la réhabilitation en démarche bâtiments durables le 6 avril. À 11 h, avec la présentation de 3 opérations réalisées dans les autres régions en démarche BD qui ont atteint un niveau 1. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site internet de Terragilis et puis sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez mes coordonnées pour me contacter. Voilà, à peu près fini. Donc voilà, n'hésitez pas pour qu'on étudie vos projets. Merci Antonin, en tout cas pour toutes ces explications. On espère que cela inspirera les maîtres d'ouvrage donc dans le domaine des établissements sanitaires et médico-sociaux pour construire des projets donc durables et pouvoir affronter l'adaptation au changement climatique dans tous ces aspects. On a bien vu l'intérêt d'avoir une vision globale du bâtiment et d'être accompagné par des personnes compétentes sur ces sujets-là. C'est vraiment l'enjeu de demain et un bâtiment, c'est le résultat d'un projet collectif. Eh bien, il est midi presque 20, on a fini avec un peu d'avance, donc nous restons à votre disposition. Les prochains webinaires de Reset porteront sur les aides financières, mais vous en saurez plus ultérieurement.
En tout cas, je vous remercie. Nous vous remercions tous pour votre présence ce matin et nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Vous allez recevoir également un questionnaire d'enquête pour savoir les projets ou les suites que vous souhaiteriez connaître sur ces thématiques-là et notamment sur la démarche bâtiment durable ou autre. Merci à tous. Au revoir. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir, merci.